Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui est la première d'une série de 2 vidéos sur le tarot des alchimistes que je vais donc vous présenter ici. Voilà, donc c'est un tarot qui a été créé par Jean Beauchard aux éditions Vega. Et j'ai eu envie de faire en 2 parties pour pouvoir d'abord vous présenter le tarot qui est un petit peu particulier et ensuite la deuxième vidéo sera consacrée à un tirage sur un thème précis comme on le fait chaque semaine et on le fera à l'aide de ce tarot là. Alors je vous le présente pour que vous puissiez voir les couleurs, les codes, voir les notions qui y sont rattachées. C'est un tarot que j'aime particulièrement parce que évidemment il se rattache à des notions archétypales qui navigue dans notre inconscient individuel qui est lui-même rattaché à l'inconscient collectif et ça permet de vraiment bien comprendre son intériorité, d'évoluer sur son chemin de vie et vous savez que j'aime utiliser le tarot dans ce sens-là. Donc on va un petit peu voir comment s'organise ce tarot. Je vais aussi vous parler du livre qui est avec puisque on a dans ce coffret, je vais essayer de l'ouvrir, voilà. On a donc le coffret que vous voyez là qui, lorsque vous l'ouvrez, vous aurez le tarot au milieu. Donc moi, je l'ai vidé puisqu'on va travailler avec. Et vient au-dessus le livre, qui est un livre d'environ 200 pages, dans lequel vous avez vraiment toutes les notions importantes qui sont reprises dans ce tarot, tant au niveau du code couleur que des éléments, de la cosmologie, de l'imagerie, des archétypes, tout est expliqué. Il y a une part belle faite à l'histoire aussi, l'histoire donc de l'alchimie à travers le temps. On reprend évidemment, puisqu'on parle d'alchimie, des notions maçonniques qui sont forcément rattachées à ça aussi. Mais si vous avez envie de zapper toute cette partie-là, vous pouvez simplement vous attacher à comprendre en fait les symboles qui en général n'apparaissent pas sur un tarot classique. Donc évidemment, ce n'est pas un tarot pour apprendre le tarot. Je pense que c'est toujours mieux de commencer par un tarot de Marseille et d'ensuite, une fois qu'on maîtrise un petit peu quand même les significations, les associations, évoluer vers alors d'autres tarots qui nous font voyager dans d'autres univers comme celui-ci. Et donc ce sont parfois des univers très très différents du tarot classique, malgré que les significations restent les mêmes. On a évidemment des éléments supplémentaires, comme je vous le disais, puisqu'on aura ici les archétypes et toute l'évolution du travail d'alchimiste au fil des arcanes. Et ça, c'est vraiment passionnant. Alors, je vais d'abord vous parler un petit peu des arcanes et ensuite on verra ce que reprend le livre et ce qui est intéressant de savoir. Alors, vous voyez que c'est un grand tarot. Donc, moi, j'ai des petites mains. Donc, pour vous donner une idée, ce tarot est assez... voilà, assez difficile à battre pour quelqu'un qui aurait des plus petites mains, mais bon, j'y arrive très bien, donc je pense que comme les cartes sont assez souples, il y a tout à fait moyen de s'en sortir sans problème. Il faut juste avoir, si vous faites un grand tirage, un plus grand tapis, un espace libre pour pouvoir mettre plus de cartes. Si vous faites un tirage en 3 cartes, évidemment, c'est tout à fait possible de le faire sur un petit espace. On a les arcanes mineures qui vont être, par exemple ici, reprise avec des codes couleurs. Donc si au départ, vous ne vous sentez pas l'âme de vous fier au dessin, aux éléments, vous pouvez d'abord regarder les codes couleurs. On a le rouge orangé pour l'élément feu. Et alors les symboles sont repris évidemment aussi sur chaque carte, comme vous pouvez le voir. Donc feu, air, eau, et terre, puisque dans l'alchimie, l'alchimiste va travailler avec les éléments. D'abord, il va vouloir évidemment transformer, transmuter symboliquement donc cette pierre, et les 4 éléments interviennent, qu'on retrouvait d'ailleurs, comme je l'expliquais dans un autre tirage, dans le pentagramme. Étant donné que ces 4 éléments sont constitutifs de la matière, sont l'origine de cette matière, et mis ensemble, forment l'esprit. Donc, on va, avec cet alchimiste, voyager au fil des éléments pour essayer de les mettre ensemble et mieux comprendre le tout, le grand tout, à travers chacune de ces parties, chacun de ces éléments. Donc, je vous disais, orange-rouge pour le feu, le bleu pour l'air, je dirais, allez, vert, bleu turquoise pour l'eau,
et le gris anthracite pour, là on dirait que c'est noir, mais en réalité c'est gris, pour la terre. Alors, le détail, évidemment, c'est le code couleur pour chaque famille dans les arcanes mineures. Vous aurez aussi une correspondance, soit d'un outil que l'alchimiste va utiliser, soit un animal ou quelque chose de mythologique. Donc, pour la famille feu, c'est-à-dire la passion, hein, les bâtons, nous avons les dragons. Donc dans le tarot des alchimistes, pardon, ce sont les dragons. Nous avons ici les épées, c'est-à-dire l'air, le mental, avec les aigles. Voilà. Et on a les émotions, l'eau, les sentiments, avec les vases. Les vases que l'alchimiste utilise pour faire évidemment ces mélanges, les porter à ébullition et observer les transformations de la matière, c'est-à-dire les transformations aussi qu'il y a en nous. Ici, nous avons l'élémentaire, vous voyez, hein. La couleur est grise, donc je suis un peu embêtée. On a vraiment l'impression que c'est noir, mais c'est gris. Et ce sont les minéraux. Donc ça, c'est représenté, cette famille-là, par les minéraux. Et donc, ce sont donc tous les éléments qui vont nous permettre de travailler notre intériorité. Alors, si je reprends le livre, évidemment, ces familles-là auront chaque fois, comme je vous le disais, ces éléments-là sur chaque carte, hein, puisqu'on peut regarder, les codes couleurs sont bien repris. Là, vous avez les dragons, là, vous avez les coupes qui sont aussi donc, les vases, les minéraux. Alors, j'ai oublié de vous dire, évidemment, la dernière famille ici, ce sont les deniers. Hein. Les minéraux représentent les deniers, le monde matériel, l'aspect financier, la réalisation dans ce domaine-là, etc. Donc en soi, une fois qu'on a compris les correspondances, évidemment, c'est très facile de s'y retrouver. Et vous pouvez départager votre jeu selon que vous allez faire tel ou tel type de tirage aussi. Et pour ce qui est des arcanes majeures, là, vous aurez des représentations. Donc, je vais vous les montrer une à une parce qu'elles sont assez riches en détails. À la fois, on retrouve les éléments, évidemment, on retrouve les outils de l'alchimiste, on retrouve le code couleur qui est associé à une dominante de la carte ou de sa signification, selon qu'il y ait plus de passion, plus de tempérance, plus de réalisation. Vous allez retrouver les codes couleurs aussi dans ces cartes. Et donc, arcane numéro 1, les 4 éléments, c'est-à-dire c'est le battleur. Effectivement, le battleur et ses outils pour travailler à la création de quelque chose. Il aura besoin des 4 éléments probablement pour construire quelque chose de nouveau ou reconstruire quelque chose. On voit le feu aussi, évidemment. Et je dois vous dire que c'est une évolution dans les arcanes majeures qui respecte celle du tarot de Marseille et pas du Rider-Waite, la version anglo-saxonne, parce que le mât, le fou, est à la fin. Et dans ce jeu-ci, il est appelé l'adepte. Enfin bon, ça, vous pouvez le mettre un petit peu où vous voulez, mais je vous dis comment il est présenté dans le jeu. Donc voilà le battleur, c'est-à-dire les 4 éléments. Isis, voilà, qui est donc la papesse. Sapientia, qui représente l'impératrice. Adam, qui représente l'empereur. Le sacerdoce, qui représente le pape. En général, tous ces mots-là sont traduits aussi, hein, en anglais en dessous. Donc comme ça, vous avez la traduction. La carte de l'amoureux, ici c'est les amoureux. Arcane numéro 6 donc. La 7, le char d'Hermès, qui représente le chariot. Et vous retrouvez donc la symbolique des éléments, ainsi que les codes couleurs de la part faite à chacune des familles dans l'évolution de cette carte. C'est vraiment très intéressant, rien qu'au niveau couleur.
Thémis. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien, donc la justice. L'alchimiste. Une de mes favorites, évidemment, maintenant vous le savez, c'est l'ermite. Et je crois que c'est la photo qui a, c'est l'image pardon qu'il y a sur le coffret, hein, puisqu'on le retrouve, voilà. Alors je continue. La roue de fortune, qui ici s'appelle la roue, tout simplement. Et alors là, il y a énormément de détails que je vous expliquerai après. Les énergies. Alors voilà, on voit cette personne qui va essayer de terrasser le dragon. Le renversement. Donc c'est la carte du pendu. J'espère que vous voyez bien. La mort, l'arcane sans nom. La numéro 13. D'ailleurs, il n'y a pas de nom, il y a juste quelques petits points. On voit effectivement les squelettes au sol. Puis l'évolution, l'état de transformation. Quelque chose de lourd vers quelque chose de beaucoup plus léger et plus lumineux. Limpidité, qui est donc la tempérance. Donc il y a quand même des éléments du tarot classique qui sont repris dans ces images, bien sûr. Hein. Solve et Coagula, qui représente le diable, la carte du diable. L'Athanor, qui est la maison Dieu. Donc on retrouve cette tour qui frappée par la foudre. Et le vase dans lequel l'alchimiste va effectuer cette transformation. C'est vraiment un tarot qui est passionnant pour ça, il est très intéressant. Les étoiles, qui correspondent donc à la même carte dans le tarot de Marseille. Elle est très très jolie, très intéressante parce qu'il y a des yeux, les yeux de la sagesse et de la connaissance sur chaque... On a presque l'impression que ce sont des plumes de paon qui jaillissent effectivement, ce paon qui est enfermé à l'intérieur du vase. Les vases avec lesquels elle déverse l'eau, comme dans le tarot classique, hein, puisque... Attendez, je vais faire une petite mise au point, voilà. Ça nous parle de générosité, hein, de créativité, d'authenticité, d'être bien guidé. La lune. L'arcane donc 18. 19, le soleil. Et là, on reprend un élément animal, donc le lion, sa puissance, sa détermination, sa générosité. Il va arriver à réaliser quelque chose. La résurrection. Voilà, ça c'est la carte du jugement. Et effectivement, la carte du jugement, c'est une renaissance. Le monde, le lien, l'unification, la réalisation. Et l'adepte qui correspond au fou ou au mât, selon que le tarot que vous allez utiliser. Voilà, et donc ici, évidemment, il n'y a pas de numéro 1. Voilà pour les arcanes majeures de ce très beau tarot. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu le livre, parce que c'est important de s'y référer quand on utilise ce tarot, puisqu'il va nous permettre de décoder, évidemment, des éléments de notions alchimiques qu'on ne connaît pas forcément comme ça de prime abord. Et dans ce livre, vous aurez donc toutes les arcanes
tous les arcanes détaillés, avec leur signification propre et avec les détails qui s'y rapportent et qui nous permettent d'enrichir en fait la signification de chaque carte. Ce qui fait que pour chaque carte, attendez, je vais vous montrer. Pour chaque carte, voilà, par exemple, vous avez l'adepte, vous aurez le sens, voilà, signification générale de l'adepte qui est le marin. Vous aurez l'image avec une explication sur l'image. Ensuite, vous aurez un paragraphe dédié au laboratoire. C'est le laboratoire de l'alchimiste. Que fait-il avec cet arcane? Que fait-il dans son labo? Qu'est-il en train de transformer? Et l'oratoire, là, ce sont les dimensions psychiques. Et donc, on a pour chaque arcane 4 paragraphes qui vont aborder le sens général, c'est-à-dire la présentation de la signification de cette carte, qui est identique à n'importe quel tarot. En B, vous avez la description de la carte alchimique et les références symboliques à travers l'image. En C, vous avez le travail de l'alchimiste avec la notion de laboratoire. C'est donc une approche de l'œuvre, de ce qu'il est en train de faire. Et dernier point, D, vous avez l'oratoire, c'est-à-dire l'incidence du travail sur le psychisme. Donc en ça, ce tarot est vraiment très très complet, très intéressant, tant au niveau graphique, visuel, que dans les notions archétypales, intérieures et vraiment de réflexion sur soi. Ce qui fait qu'il faut aussi pouvoir tenir compte de la symbolique, évidemment de tout ce qui est alchimique et qui est expliqué donc dans le texte ici, puisque les archétypes sont des images primordiales qui proviennent vraiment du fond de l'inconscient collectif et qu'on a soi-même en nous, qu'on peut voir apparaître dans nos rêves également. Ici, dans le livre que je vous montre ici, nous disent quelque chose de très intéressant par rapport aux archétypes. Les archétypes, c'est donc, ça se rapproche à l'idée de Platon, le monde des idées. Et donc ce sont des modèles à peu près du même type. Et ce sont des notions, des formes qui peuvent être plus ou moins vides, mais qui sont représentatives des grands axes de notre psychisme et de notre manière de fonctionner dans l'existence, dans le monde matériel. Donc la conscience de l'homme évolue évidemment dans un monde logique, dans un monde plus cartésien, plus raisonné, et dit ici dans ce livre qu'on a finalement au fil du temps, on n'a pas cessé de s'éloigner finalement de ces fondamentaux, de ces instincts, de ces choses, je vais dire basiques mais pas au sens négatif, qui sont au fond de nous et qui parlent de qui l'on est profondément. Et donc tout le travail alchimique et tout le travail de ce tarot des alchimistes va être de nous permettre de retrouver ces instincts, ces profondeurs qui sont les premières pépites de vie et de créativité qui nous permettent d'avancer, de se rapprocher du tout et de sortir plus de l'ego, de la dualité, de tout ce qui nous enferme finalement dans des visions assez étriquées et douloureuses de l'existence. Alors ça c'est une première chose je voulais vous dire par rapport aux archétypes. Dans ce tarot, alors il n'est pas question ici évidemment de religion ou de croyance. Chacun évidemment est libre d'avoir ses propres croyances ou ses non-croyances. Mais il est important de savoir que ce tarot, selon la numérologie aussi, va évoluer dans la Genèse, c'est-à-dire donc la création, on va dire, donc du 1er au 7e jour. Alors peu importe qu'on ait cette croyance ou qu'on considère cette Genèse comme un mythe, ce qui est tout à fait respectable aussi, il n'y a vraiment aucun problème avec ça, mais c'est important de le prendre en considération dans l'évolution des cartes, parce que selon les numéros des arcanes, chaque arcane va se rattacher à l'un ou l'autre jour de la création, et donc à l'une ou l'autre signification supplémentaire. Si par exemple je prends les lames notées, donc on le voit ici, un tableau récapitulatif, les lames notées 1, 8 et 15
font référence au premier jour, c'est-à-dire le verbe divin crée le ciel, actif, et la terre passive, les possibilités cachées mais en gestation, et toutes les interrogations. Donc rien que pour ça c'est très intéressant. Donc moi je vous avoue que je n'ai pas de connaissances bibliques ou de croyances particulières dans ce domaine-là, mais je trouvais très intéressant de les intégrer en fait, puisque ça fait quand même partie globalement de la culture générale, et de pouvoir comprendre aussi si je tire l'arcane ici par exemple numéro 3, voilà, je saurais que ça se réfère au troisième jour dit de la création dans la Genèse, et ce troisième jour, la terre se dégage et émerge des eaux. Inspiration, raisonnement et prise de conscience. Donc on part de la Genèse pour de nouveau revenir à quelque chose d'intérieur et de psychique, d'émotionnel, une dimension vraiment plus humaine. Donc vraiment, en ça, c'est très intéressant de faire le rapprochement aussi et de se baser sur ce petit tableau que, évidemment, moi, je ne le connaissais pas à la base. Donc, ça, c'est encore un point à voir pour ce tarot. Alors, il y a d'autres éléments desquels je voulais vous parler. Par exemple, oui, donc on doit aussi savoir que pour les symboles qui sont repris sur certaines cartes, je vais essayer de vous en trouver une. Ben voilà, ici, celui-ci, hein, on a donc le roi de terre qui semble assis sur une pierre cubique. Et de fait, voilà, c'est la pierre cubique. On parle ici dans ce livre de la transformation. Transformation de la pierre brute, que l'alchimiste va peu à peu, à force de travail et de mise d'intention et de transformation, transformer cette pierre en pierre cubique, et puis ultime résultat en pierre philosophale, qui est le symbole de la connaissance du tout, de l'union et oui, de la connaissance absolue. Donc le mystère alors est résolu, évidemment. Donc là, c'est vraiment intéressant de voir aussi simplement sur quoi est assis ce roi de terre. Il est assis sur la pierre cubique, qui est l'intermédiaire entre la pierre brute et la pierre philosophale. Il est à mi-chemin entre les deux. Donc il est déjà dans une belle évolution pour une meilleure compréhension du domaine dans lequel il se trouve, hein, c'est-à-dire le domaine de la terre, c'est les deniers. Si je prends... Attendez, je vais essayer de vous en trouver une autre. Par exemple, est-ce qu'on retrouve... Oui, voilà, ici. Mais on est toujours dans les deniers. Voilà. Le 7 de denier. Vous voyez que les pierres sont entourées par ces formes géométriques qui rappellent donc la pierre cubique. Et c'est en gestation, c'est en transformation, et tout doucement, à ce stade-ci, numéro 7, les pierres vont commencer à prendre forme, la forme qui amène vers une meilleure connaissance. Et si on se réfère au tableau, le numéro 7, que nous dit le numéro 7, c'est donc évidemment le 7e jour de la création, et la création est achevée. Plénitude des opérations réalisées, sublimation. Donc ici, ce travail vraiment, même si la création est achevée, là, le travail est en cours d'achèvement. Donc on voit les formes se dessiner, et la pierre n'est déjà plus dans son état originel. Elle n'est plus brute, elle est en cours d'achèvement. Donc vraiment, c'est très intéressant de prendre en compte la numérologie, les codes couleurs, les symboles cosmologiques aussi, et de savoir que l'imagerie reprend aussi l'iconographie, qui est sur certaines cartes plus médiévales, sur d'autres plus reliées à la Renaissance. Donc c'est vraiment un tarot très riche, qui fait appel à beaucoup de notions différentes, et si vous avez envie de découvrir ça et de les apprendre et d'en savoir aussi plus sur vous, eh bien je vous conseille vraiment ce tarot là, qui est magnifique. Voilà.
Je crois que... Bon, j'ai pas tout dit évidemment, puisqu'il y a énormément de choses à dire sur ce tarot, mais comme ça je vous l'ai présenté. Vous savez comment on va l'utiliser pour la deuxième vidéo qui vient juste après, et qui portera sur un tirage. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert quelque chose de chouette au sujet de ce tarot, et je vous dis à tout de suite pour le tirage.